Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Comment les politiques de l'OTAN affectent la politique française passé, présent et dans le futur? Et quelles pistes de sortie peuvent s'ouvrir aux citoyens? On va essayer aujourd'hui d'analyser la société, le système et l'économie avec un historien, philosophe, helléniste, spécialiste de l'histoire grecque, auteur de nombreux livres sur le sujet qui apparaissent à l'écran en même temps, Olivier Battistini, qu'on a reçu il y a quelques semaines de cela et un géopolitologue, Nicolas Mirkovitch, auteur du livre notamment L'Amérique Empire en 2021. C'était aux éditions Temporis. Déjà, bonjour à vous deux. Et avant de commencer, pour vous, en temps de censure, qu'est-ce qui est le plus important pour vous deux à partager? Olivier, vous vouliez commencer cet entretien. On vous donne la parole. Merci beaucoup. Mon idée est que, en lisant les Grecs, on peut comprendre un peu mieux l'extrême contemporain. Éviter de croire que le monde qui est le nôtre est figé et se rendre compte qu'il y a ce que j'appelle un devenir. Si on prend un peu de recul et si, en conséquence, on lit Thucydide, et pourquoi pas le dialogue des Méliens et des Athéniens, où l'on se rend compte que être libre, c'est exercer l'empire, et que, selon des lois de nature, le plus fort l'emporte sur le plus faible, que dans les textes grecs, il n'y a pas d'idéologie, on peut, en faisant un effort relativement possible, on peut comprendre que les choses aujourd'hui n'ont pas totalement changé, sauf qu'il y a la fraude des mots. Et pour Platon, la perversion de la cité commence avec la fraude des mots. Quand on nous fait croire que les rapports du politique, qui permet de définir chez les Grecs que la guerre est partout. J'ai une phrase ici sous les yeux, si vous permettez de la lire rapidement, d'un bout à l'autre de la vie. Il existe toujours pour toutes les cités un état de guerre continuelle envers les autres cités. C'est tiré des lois de Platon. On se rend compte qu'aujourd'hui, en terre d'Europe, l'OTAN, qui n'existait plus, a été réinventée pour les intérêts d'une grande puissance maritime, l'Amérique Empire, qui est l'objet de l'ouvrage de Nicolas Mirkovitch, mon complice dans cette affaire, dans ses correspondances entre les textes grecs et le réel contemporain. On se rend compte que les choses fonctionnent exactement de la même manière, parce qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, et que le plus fort l'emporte encore sur le plus faible, et que pour être libre, il faut être encore souverain. Au temps de De Gaulle, il y avait une Europe des nations, il y avait une France qui pouvait s'exprimer à égalité avec les puissances de l'Est et les puissances de l'Ouest. Et aujourd'hui, dans un monde où, en Europe, une guerre a été réinventée pour assouvir les intérêts d'une grande puissance que je vous ai dite, eh bien, dans cette guerre, en réalité, ce ne sont que les préludes d'une véritable guerre qu'a évoquée Allison vers la guerre, puisque selon le piège de Thucydide, et je termine là-dessus, lorsqu'une puissance ascendante rencontre une puissance dominante, guerre, nécessairement, il peut, cette guerre nécessairement peut exister. Pour être clair, de quelle guerre parlez-vous là, Olivier Battistini? Je parle de cette guerre qui toujours est en essence, car curieusement, la nature du politique et la nature de la cité conduit à une guerre qui peut la détruire, mais qui est le principe même de l'univers politique. Car la dialectique d'Héraclite, la dialectique des Grecs, l'opposition des contraires suffisant à elle-même, implique
cette opposition permanente. L'autre est presque nécessaire à l'existence de l'un. Il n'est pas étonnant que Sparte, à la fin de la guerre du Péloponnèse, ait refusé ou a refusé qu'il y ait destruction d'Athènes. Les Athéniens et les Spartiates, un peu comme Julien Freud commentant Schmitt, évoquent l'idée que le politique, c'est le fait de nommer l'autre. Je n'existe que parce qu'il y a le regard de l'autre. Et au fond, l'univers politique, inventé par Thucydide, exploré par Platon, commenté par Xénophon, nous conduit exactement à comprendre que la guerre, cachée ou révélée, est au cœur même de l'essence de ce qu'est l'univers politique. Et la guerre en Europe, parce que lorsque, par exemple, il y avait des fusées à Cuba, la réponse des Américains, leur espace vital étant menacé, a été une menace de guerre totale. Il me semble que les Américains, partout au nom des droits de l'homme, cachant le réel que je vous ai évoqué, ont passé leur temps à imposer leur domination partout. Et lorsque la Russie, qui est quand même à l'origine de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, par un sacrifice absolu, sans son espace vital menacé, on l'accuse de déclencher une guerre qui a été pensée et inventée par la puissance que je vous ai dite. Et cette guerre en Europe, parce que les Américains se battent toujours jusqu'au dernier Européen, sur des champs de bataille où le sang n'est pas le leur. Et je me permets de signaler que lorsqu'ils ont débarqué en Normandie et qu'ils ont participé à l'élimination de l'horreur du nazisme, etc., ils ont cependant bombardé d'une manière massive et agi tout simplement pour leurs propres intérêts. Aucune puissance au monde n'agit pour les intérêts d'une autre puissance. Et la commémoration du 6 juin 1944, où n'est pas invité un représentant officiel de la Russie, me semble révéler une idéologie qui n'est pas en conformité avec ce qu'il est convenu d'appeler le réel. Et les Américains, n'oubliez jamais, et je termine là-dessus, ont voulu, à ce moment-là, puisqu'il y avait toujours eu en arrière-plan une rivalité, et le rôle de De Gaulle par la suite, quittant l'OTAN, le montre bien, une rivalité entre la France et les Anglo-Saxons en général, depuis la bataille de Waterloo, triomphe des épiciers sur l'aristocratie héritée des Grecs et des Latins, les Américains voulaient transformer la France en protectorat. Nicolas Mirkovic, quand Olivier Battistini parle de la fraude des mots, avant de vous laisser rebondir sur le sujet qui vous intéresse, la fraude des mots est quelque chose qui peut me marquer en tant qu'historien quand il parle. En tant que géopolitologue, cela vous fait penser à quel élément? C'est la propagande. Et la propagande, elle existe dans toute guerre, quel que soit le camp. Donc l'enjeu pour nous, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait partie du domaine de la propagande et qu'est-ce qu'est la réalité, sachant qu'une guerre, c'est toujours quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a l'aspect, il y a la bataille, il y a le côté militaire, il y a la logistique, il y a les forces, les réserves, il y a les moyens, il y a les alliés. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Donc faire croire qu'à travers quelques minutes, aux 20 heures chaque soir, tout le monde peut comprendre exactement ce qui se passe dans un lieu donné, dans un conflit, c'est juste impossible. Donc cet élément de propagande est fondamental parce que nous qui pensons agir au nom des droits de l'homme, de la démocratie, ben on en pratique aussi. Et ça, j'avais découvert dès les guerres en 1990 parce que j'étais moi-même concerné en ex-Yougoslavie, quand je me rendais compte que j'avais deux sons de cloche de deux pays que je connaissais très bien et qu'il y en avait donc forcément un des deux qui ne disait pas la vérité. Quand je me suis rendu compte que nous, en France, nous étions capables aussi de mentir et qu'aux États-Unis, notamment, on était capable de mentir énormément, donc ça m'a permis de dire, voilà, il faut prendre du recul. Ça ne veut pas dire que tout est mensonge, mais cet élément de propagande et de la fraude des mots est fondamental parce que c'est un élément de guerre, c'est un élément de conviction, c'est du soft power et c'est quelque chose qui est utilisé pour alimenter comment dire, l'argumentation d'un camp. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que finalement, vous dites que on ne peut pas, avec l'information qu'on nous propose aujourd'hui, on n'est pas en capacité de comprendre la complexité de ce problème. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les gens aillent voir plus de conférences sur le sujet. Comment est-ce que...
Bah, avant de se prononcer sur le sujet, les personnes, vu que le sujet était extrêmement grave, on n'est pas en train de parler du logo des JO ou de la couleur du feu, du futur emblème de je ne sais pas quelle ville. On est en train de parler d'une guerre. Donc, il faut vraiment prendre du recul. Et j'invite évidemment les personnes, et surtout les personnes qui vous écoutent, je pense qu'elles le font déjà, mais vraiment de ne pas hésiter à écouter les avis des protagonistes. D'abord, la première chose. Pourquoi est-ce que les États-Unis veulent cette guerre? Pourquoi est-ce que les Russes veulent cette guerre? Quels sont les intérêts, quels sont les arguments les plus percutants, et ne pas hésiter à confronter des idées. C'est notamment, enfin, un Français qui n'a pas d'origine directement dans ce conflit peut prendre ce recul que quelqu'un qui est partie prenante ou qui a des origines ukrainiennes ou russes va avoir plus de difficultés à prendre pour essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de sites sur Internet, on a vraiment des sites de très grande qualité en français et également à l'étranger. Je pense que c'est intéressant vraiment d'aller voir ce que disent les étrangers et qu'est-ce qui se dit sur cette guerre en Amérique du Sud, qu'est-ce qui se dit en Afrique. C'est extrêmement intéressant et d'aller voir des spécialistes. Et voilà, après, on peut confronter, il y a des vérités qui sortent parfois aux 20 heures, mais une fois qu'on a écouté ça, qu'on a confronté à d'autres idées, on est capable de se faire pas non pas une opinion, mais un jugement. Et là, sur le sujet de la guerre, on ne peut pas se permettre de juste avoir une opinion, enfin, je suis pour les bleus ou je suis pour les rouges. Non, si on veut vraiment comprendre un peu mieux ce sujet, il faut faire l'effort de rentrer dedans, essayer d'avoir un meilleur jugement, parce que, in fine, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est qu'il va falloir penser quels sont nos intérêts. Comment est-ce qu'en tant que Français, on prend parti? Quel est notre intérêt? Est-ce qu'il faut choisir un camp contre l'autre? Est-ce qu'il faut précipiter la paix? Est-ce qu'il faut précipiter la guerre? On ne peut pas prendre ces décisions si on ne connaît pas le sujet. Finalement, en fait, c'est intéressant de penser que quand on donne qu'un pan de l'information, on radicalise la pensée des personnes. Et on radicalise autant dans un sens, on va radicaliser ceux qui vont être d'accord avec le JT de 20 heures, pour reprendre votre exemple, mais ça va permettre aussi de radicaliser l'opposition qui va rejeter en bloc ce qui va être de l'information mainstream. Olivier? Si je puis juste intervenir là-dessus, en correspondance avec ce que vient de dire Nicolas Mirkovitch, c'est, je ne sais pas si on en avait parlé tous les deux hors émission à un moment ou à un autre, mais il m'arrive de découvrir bien tard des livres que j'aurais dû lire plus tôt, à savoir le livre qui s'appelle La guerre discriminatoire de Carl Schmitt, 1936-1937, qui découvre au fond que bientôt va exister le camp du bien, qui affirme l'autre comme étant par nécessité le camp du mal. Et que donc l'autre, parce qu'il ne se conforme pas avec cette décision, qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans les guerres de Vendée, n'est-ce pas, où a été inventé le populicide. Le camp du mal, c'est-à-dire l'adversaire, ce qui n'existait pas chez Homère, quand il raconte la guerre de Troie, ou ce qui n'existe pas chez Thucydide, quand il raconte la guerre entre la puissance de la terre et la puissance de la mer. L'idéologie est absente chez les Grecs. Et aujourd'hui, la seule différence, même si les lois sont toujours les mêmes, c'est cette hypocrisie au sens grec, c'est-à-dire celui qui ment, l'acteur, n'est-ce pas, qui a un masque, un personnage, persona en latin, c'est le masque. Le camp du bien considère l'autre. Aujourd'hui, par exemple, le russe, alors que les Américains ont bombardé des millions de morts, sont la conséquence de l'exercice même de la bonté du camp du bien, n'est-ce pas, au nom des valeurs de la démocratie. Eh bien, face au camp du bien, il y a ceux qui sont inhumains, qui sont hors de l'humanité, qui sont non humains, et qu'il faut donc non pas combattre, mais éradiquer avec les moyens les plus inhumains. Me semble-t-il, quelques moments dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et dans l'histoire contemporaine nous le démontrent. Je vous garantis que nos auditeurs et nos lecteurs veulent bien se procurer ce livre, La guerre discriminatoire. C'est exactement, et c'est pourquoi Nicolas et moi, lisant les Grecs et observant nos contemporains avec une certaine tension et une certaine angoisse, car les civilisations sont mortelles, c'est la leçon, etc. Et je pense aux analyses de quelqu'un qui est devenu un ami aussi proche que Nicolas Mirkovitch, à savoir Sylvain Ferreira, qui, lorsqu'on lui disait « Mais
les Russes n'ont pas atteint leurs objectifs, répondait en souriant, en disant, mais pourquoi vous êtes au courant des objectifs russes? Savez-vous ce qu'est la guerre opératoire, qui est sur un front apparemment géographiquement qui ne bouge pas, mais sur un front dynamique qui fait que, hélas, des jeunes gens en Ukraine meurent pour une guerre dont ils ne sont que des marionnettes atroces. Bon. Dont ils sont les victimes d'une manière atroce, eh bien, ce front dynamique fait que les dernières lignes de défense ukrainiennes ne sont carrément plus et que derrière, il n'y a plus rien. Voilà l'horreur d'une mise en scène, d'une opération de dupe où on fait croire qui sont les méchants et qui sont les bons. En réalité, cela cache la véritable guerre que je vous ai dite, à savoir l'affrontement entre la puissance Amérique Empire et la Chine, qui, elle, sait depuis Sun Tzu, contemporain des grands stratèges grecs, qu'il n'y a pas de morale en histoire. Nicolas Mirkovic, quand vous entendez cela, sur quoi voulez-vous rebondir et au-delà de ces guerres, en quoi l'OTAN est aujourd'hui a un impact sur sur nos politiques? On est en temps d'élections législatives. Qu'est-ce qui est important à comprendre on parle beaucoup de souveraineté souvent en France? Je pense que je voudrais rebondir sur la première partie de l'analyse d'Olivier et sur cette notion de camp du bien. Et on a vraiment cette impression, à travers le petit écran, à travers même les médias dominants, que nous sommes le camp du bien, que nous agissons pour la démocratie, pour les droits de l'homme, que nous allons libérer des peuples barbares qui ne connaissent rien à l'éclairage que nous avons sur la société et sur la vie. Nous donnons des leçons au monde entier. Et on applique des sanctions. Il y a quasiment 20 000 sanctions qui sont appliquées contre la Russie au nom de ces principes qui sont censés être les nôtres. Et il y a deux constats qu'on peut faire. Le premier constat, c'est quelle société sommes-nous pour donner ces leçons? Sommes-nous vraiment en démocratie? Sommes-nous vraiment dans un pays où la liberté d'expression s'exerce? On vient de voir Julian Assange. Donc, une partie de la presse maintenant découvre qui est Julian Assange, qui a été plus de 5 ans en prison en Grande-Bretagne, qui avait été avant enfermé quasiment dans l'ambassade d'Équateur, un journaliste qui avait juste montré l'envers du décor des États-Unis et du monde atlantiste, et nous voulons donner des leçons sur le journalisme, sur la démocratie. Donc ça, je pense que toute cette situation illustre l'hypocrisie et le mensonge des sociétés, et c'est assez grave parce qu'on voit que nos sociétés sont nourries de cela. C'est un élément et que les gens vont typiquement user de leurs droits démocratiques chez nous en interne, fondés sur des mensonges. Donc on peut vraiment remettre en cause l'essence même de notre structure politique et les bases sur lesquelles notre République est fondée aujourd'hui. C'est quand même un premier constat qui fait mal quand on a un regard, on va dire, sur nous-mêmes. Le deuxième, Il faut rappeler que Julian Assange avait demandé l'asile politique en France et il lui a toujours été refusé. est refusé. Encore un acte loupé de la part de la France de ces dernières années. Le deuxième constat est que ce fameux camp du bien, quand on Est-ce que vous regarde... pourriez faire un petit mot sur Julian Assange, puisqu'il vient d'être libéré. Vous, en tant que géopolitologue, au moment où on parle de l'OTAN, est-ce par peur de l'OTAN et par subordination aux Américains que la France a refusé de lui donner l'asile politique rapidement, Tout sans... à fait. Tout à fait. La France, comme la plupart des pays du monde, pas tous, heureusement, mais en tout cas dans le bloc atlantiste, écoute Washington. Washington décide. Washington nous donne des leçons. Washington écoute nos présidents, écoute nos hommes politiques. Ils s'en cachent à peine. Washington saborde nos contrats avec l'Australie portant sur des dizaines de milliards d'euros. Le Washington nous empêche de vendre des bateaux aux Russes. Washington nous impose des choses que aucun pays ami ne devrait faire. Imaginons que la Russie nous écoute. Imaginons qu'un autre pays, la Chine, la Corée, le Venezuela, je ne sais pas, l'Argentine, nous espionnerait. On se dirait, mais attendez, excusez-moi, nous sommes la France, vous ne pouvez pas nous espionner. On va imaginer qu'un pays tiers interrompt ou coupe comment dire, l'approvisionnement en ressources naturelles ou la vente de nos produits. On se ferait respecter, on irait devant des tribunaux internationaux, on commettrait on appliquerait des rétorsions économiques. On ne le fait jamais quand il s'agit des États-Unis parce que nous sommes dans une situation de maître et d'esclave, de vassalisation. C'est exactement ce que dit Zbigniew Brzezinski. L'Europe de l'Ouest, et globalement, ce sont ses propres termes, se constitue un vassal des États-Unis.
Michael Hudson l'a dit encore récemment, c'est un des seuls économistes qui avait prédit la crise de 2008-2009. Les États-Unis ont peur du rapprochement entre l'Europe de l'Ouest et la Russie parce que l'Europe de l'Ouest est un protectorat, est une marche gardée pour les États-Unis. Et c'est la situation. Donc aujourd'hui, la France a peur. Et si Washington appelle demain matin Emmanuel Macron en disant vous ne devez pas faire ça, ou Emmanuel Macron, il y a de fortes chances qu'il va le faire. On n'a plus cette indépendance, on n'a plus cette souveraineté. Mais alors, très justement, alors parlons concrètement. Donc, demain, par exemple, comment est-ce qu'on peut sortir de ce rapport de vassalité? Quels seraient les changements dans notre vie au quotidien? Et quels seraient les risques? Quels seraient comment est-ce que ça peut se matérialiser sur le terrain pour demain? Si je peux me permettre, Olivier, juste pour commencer, c'est le courage. Le courage politique. Le courage politique, on parlait de Gaulle tout à l'heure, c'est qu'il y a un seul contre tous. Il part à Londres, il organise la résistance à un moment où personne n'y croit et il maintient, il va jusqu'au bout et on se rend pas. Et il ne faut pas croire qu'une fois arrivé à Londres, le général de Gaulle est aidé par les Britanniques, par les Américains. C'est extrêmement difficile. Il raconte dans ses notes et dans les biographies que nous avons sur cette période-là à quel point c'était extrêmement difficile pour lui d'organiser cette résistance sans pour autant devenir justement le vassal des Britanniques et des Américains qui avaient créé l'AMGOT. Et Eric Branca, dans L'Ami américain, l'explique très bien. Une fois revenu en France, il fait tout pour que la France reste souveraine et ne devienne pas un vassal des États-Unis. Et quand il ne s'entend plus avec les États-Unis, il n'hésite pas à dire aux soldats américains dehors. Nous sommes un seul pays qui on a mis des soldats américains dehors. Il faut rappeler que la Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis 70 ans. Il y a encore des soldats américains en Italie, en Espagne, en Allemagne. Ça, ce sont les prérogatives d'un empire, non pas d'un État ami. Donc, il faut d'abord du courage politique. Et je rappelle que la Hongrie ou la Slovaquie, qui sont beaucoup plus petits que nous, qui n'ont pas des armées à l'étranger, qui n'ont pas la première armée en nombre d'hommes en Europe aujourd'hui, qui n'ont pas l'arme nucléaire, qui n'ont pas la culture, la diplomatie, toutes les forces dont nous disposons, ont le courage de dire qu'ils sont pour la paix, qu'il faut négocier, qu'il ne faut pas appliquer des sanctions. Donc, si ces plus petits pays ont ce courage, ils nous donnent honte, à vrai dire, parce qu'on doit avoir le courage de dire non, on a encore assez de puissance politique et militaire pour le faire. Et si on voit que des pays à travers le monde sont capables de le faire, pourquoi il faudrait, au contraire, qu'un pays au sein de l'OTAN l'ait? Et je rappelle juste que le pays qui a le plus de courage au sein de l'OTAN aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est la Turquie qui aujourd'hui est capable de dire et qui a mis en place quand même des négociations dès le printemps 2022, où Russes et Ukrainiens, nous le savons aujourd'hui, étaient d'accord pour une sortie de crise et pour un plan de paix qui aurait évité des centaines de milliers de morts. Et c'est les Turcs qui ont fait ça. C'est une honte pour l'Europe, c'est une honte pour l'Union européenne et c'est une honte pour la France. Donc c'est possible, mais il faut avoir le courage. La conséquence, c'est qu'évidemment, les Américains ne vont pas voir ça d'un bon œil. Il peut y avoir des rétorsions économiques, mais c'est le prix à payer pour notre liberté. Finalement, je vous donne la parole, Olivier, juste pour qu'on comprenne bien, parce qu'on parle de courage, mais finalement, c'est pas que du gouvernement, c'est aussi le courage de la population, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que si on fait le bilan 2 ans et demi après le début de la guerre, c'est qui a déjà commencé en Russie depuis 2 ans et demi, environ, en fait, finalement, par la peur de l'invasion de la Russie sur le monde occidental, la réalité est que aujourd'hui, la plupart des sanctions ne sont pas venues de la Russie, mais sont venues par cette guerre, notamment avec le prix de l'énergie, le prix de différentes matières premières qui a augmenté. Vous êtes d'accord avec ce constat tous les deux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, nous payons un prix extrêmement élevé alors qu'il n'y avait aucune raison de nous précipiter dans cette guerre. Il n'y a aucune relation entre l'Ukraine et l'OTAN. On n'était pas obligé. En revanche, c'est un pays européen. C'était dans notre intérêt de trouver une issue pacifique. Et je rappelle que cette issue existait, puisque cette guerre, je rappelle, a commencé en 2014, qu'il y avait les accords de Minsk, dont la France était garant. Dans ces accords, si ces accords avaient été respectés, le Donbass ferait partie de l'Ukraine aujourd'hui. Il y aurait un statut spécial d'autonomie et l'Ukraine aurait retrouvé ses frontières. Et les Russes étaient d'accord avec ça. Donc il ne faut pas être hypocrite dans cette situation. Et quand je disais qu'il faut faire l'effort d'aller se renseigner, il y avait un accord de paix entre 2014 et 2021. Il n'a pas été mis en place et nous savons malheureusement que depuis, suite à des révélations de Angela Merkel, l'Allemagne est aussi garant de ces contrats, ou même de François Hollande, que la stratégie des pays membres de l'OTAN était de donner du temps, ils le disent eux-mêmes, à l'armée ukrainienne, à l'Ukraine de se préparer pour une guerre avec la Russie. Comment voulez-vous négocier la paix quand, dans votre état d'esprit, vous êtes en train de préparer la guerre? Tout à fait. Tout à fait. Olivier? La désinformation est une arme de guerre, tout simplement. Hein, le viol des foules, hein, la propagande, c'est un art que possèdent nos dirigeants.
Et tout cela est particulièrement angoissant. Les Américains, les Anglo-Saxons, dans un conflit qu'on a évoqué tout à l'heure, l'affrontement entre les puissances de la terre et les puissances de la mer, ont toujours eu comme but d'empêcher la France d'avoir son rôle essentiel, qui était logique, de grande puissance, de par sa littérature, de par son sens de la parole politique, de par son rapport à la diplomatie, de par sa capacité, comme on le disait tout à l'heure, à dialoguer et d'avoir un rôle pour la paix qui existe cependant, même si la guerre et le rythment les rapports entre les civilisations. En Europe, la France, de par son industrie, son génie dans la technologie, Ariane, le TGV, les avions de chasse, euh, euh, par sa capacité à avoir acquis une force de frappe et la puissance nucléaire qui permet d'avoir une parole qui pèse dans l'espace politique, mais avec cette capacité à jouer le rôle qui est au fond l'héritage des Montesquieu, et pourquoi pas même de Talleyrand, qui a joué des rôles essentiels dans les négociations après la défaite. La France avait la capacité de parler avec les plus grands et d'être écoutée, et surtout de ne pas être la marionnette de la puissance Amérique empire. Et donc, le courage dont parlait Nicolas, lorsqu'on nous dit par exemple qu'on ne peut plus empêcher l'immigration, ben, il suffit de décider. Il me semble que Isabelle la catholique et que les constitutions changent. Il me semble que dans les années 38, il y avait une constitution et que dans les années 41 ou 42, il y en avait une autre. Et qu'en 45, il y en a eu encore une autre. La res publica, la chose publique, est fonction des lois de la cité, qu'il faut respecter ou non. Et alors là où on est ou collaborateur ou résistant, on est ou résistant ou terroriste en fonction du camp. Et j'ai publié dans l'Antipresse de Slobodan Despot, qui est quelqu'un qui analyse les choses d'une manière particulièrement intelligente et courageuse, j'ai publié un petit texte où il s'agissait de savoir s'il fallait résister ou collaborer. Moi, je veux résister. Et Nicolas et moi, ici, en Corse, nous avons rencontré des êtres qui sont les descendants de guerriers qui ont donné à la France un empire colonial et qui ont donné à la France des choses qui faisaient que Rousseau disait que cette petite île allait étonner le monde, et un rapport à un pouvoir qui n'existe que parce qu'il est condamné à disparaître, ou un pouvoir qui est fondé sur ce que j'appelle la méritocratie, j'estime qu'il faudrait avoir le courage de redonner à la France la place qui est la sienne naturellement. Et c'est pour ça que nous, en Corse, on veut prendre exemple sur le courage de la Serbie, avec, n'oublions-le pas, une belle Yougoslavie qui a sombré sous les bombes de l'OTAN à un moment donné, et où là, on a vu aussi le camp du bien et le camp du mal. Et je voudrais vous raconter, et après je laisse la parole à mon ami Nicolas, qui a eu la grâce de venir en terre corse, qui, comme vous le savez, Romain Pauque, est au centre du monde. Je voudrais vous raconter une petite histoire qu'a lue Bonaparte et qui se trouve dans mon petit livre Platon. C'est l'affaire de Trésus. Et Bonaparte a souligné partout, c'est l'histoire d'Alcibia, une mouche pénible qui vient d'entrer. C'est l'affaire de Trésus, un tyran. De là à dire que nous sommes dans un monde tyrannique, pourquoi pas? Où on impose la fraude des mots. Trésus est un tyran. Il veut empêcher qu'il y ait dans les rues ce que je fais avec vous, ce que Nicolas fait avec vous, grâce à François, qui donne la parole à des gens à qui on ne la donne pas habituellement. Trésus veut empêcher qu'il y ait conversation particulière ou publique.
Il interdit donc la prise de parole. Les citoyens soumis, comme aujourd'hui, à des, comment dirais-je, à chaque stimulus ou stimuli, il y a une réponse toute faite, n'est-ce pas? Tout le monde connaît. Eh bien, ils respectent, ils ne parlent plus, ni en public, ni en privé. Mais, comme je le vois dans votre regard à l'instant, ils peuvent se regarder et indiquer par leur regard, en fronçant les sourcils, en agitant la bouche, qu'ils sont contents ou mécontents. Trésus, le tyran, l'apprend. Il impose d'interdire tout regard, tout signe extérieur qui pourrait indiquer une émotion ou un point de vue, ou une opinion, ou un jugement, ou une critique. Le peuple soumis accepte. Plus de regard, les visages figés, les masques de cire. Et puis, à un moment donné, sur l'agora, au cœur même d'un espace public, où l'on dit encore aujourd'hui, nous allons mettre ça sur l'espace public, puisque l'agora est le résultat d'un agaïn, d'un mouvement vert, la cité se mirant dans le ciel des mathématiques. Un personnage se met au centre de l'agora et se met à pleurer. D'autres le rejoignent, pleurent avec lui, et c'est le début de la révolte. Le tyran envoie des satellites, des gardes, qui sont mis à mort, et le tyran tombe à son tour. Donc, je vous propose de nous mettre à pleurer et d'agir pour que la France, grâce à la rencontre de la Serbie, de pays où il y a encore une âme de guerrier, de lutter et de ne pas céder. Parce que, pour moi, je vous le dis en toute sincérité, je suis arrivé à un stade où je me dis, nous sommes au bord du gouffre, il faut agir pour ne pas tomber. Parce que je suis amoureux d'une civilisation qui est héritière des Grecs et des Latins et d'un monde chrétien. C'est justement, c'était une des thématiques que vous m'aviez dit que vous vouliez aborder avant cet entretien. On en avait parlé. Vous m'avez parlé justement du lien qu'il pouvait y avoir entre les pays des Balkans et la Corse, Nicolas Mirkovic. Oui, on sait qu'il y a déjà des Grecs qui sont arrivés sous l'occupation ottomane et qui vivent dans le sud de la Corse aujourd'hui. Pendant la Première Guerre mondiale, les Serbes savent majoritairement, parce qu'on suit encore un petit peu l'histoire, donc on a un peu cette chance, pendant combien de temps, je ne sais pas, mais que 5000 Serbes ont été accueillis sur l'île de Beauté pendant la Première Guerre mondiale. La plupart sont repartis après, mais la Corse est une place spéciale parce que la Serbie a énormément souffert pendant la Première Guerre mondiale, avec quasiment 20% de la population tuée sur les champs de bataille et dans les famines. Donc, il y a un lien. Et puis, moi, ici en Corse, là, depuis quelques jours, il y a beaucoup de choses qui me rappellent la Serbie, la spontanéité des personnes, la qualité de la réflexion. J'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui ont une bonne connaissance des choses politiques, historiques, géopolitiques. Il y a un amour de ça que je vois un peu moins généralement sur le continent. Donc, c'est assez agréable. Et puis, voilà, il y a bon, ça, on peut en retrouver un peu partout en France, mais le plaisir d'être attablé, de la bonne, de la bonne cuisine, ça c'est aussi une grande richesse ici. Mais il y a aussi cet instinct de survie et cet instinct de savoir, OK, d'accord, qui est-ce que je suis dans le monde, où est-ce que je veux aller, et ça fait du bien de voir ça ici en Corse, parce que ça, malheureusement, on le voit un peu moins sur le continent, où on est rentré vraiment de plein pied dans cette société de consommation, avec des visions court terme. Je vis au rythme de mon écran TikTok, Snapchat, je ne sais pas. Ce que je veux, je ne me projette pas, je ne me réveille pas, je me nourris de ce qu'on me donne et je ne vais pas construire moi-même ma propre vie. Je n'ai ni une vision personnelle pour moi et je n'ai encore moins pour la société dans laquelle je vis. Et ça, ici encore, je vois qu'il y a une vision très claire. Les Corses travaillent, ils ont cette vision sur le temps long qui nous manque, nous, cruellement, sur le continent. La France doit rebâtir, avoir cette vision sur le temps long parce que quelle que soit l'option qu'on choisit pour la France, elle se déroulera jamais, elle ne viendra jamais en appuyant sur un bouton. Elle va se travailler dans le temps avec des personnes qui sont formées et qui ont envie, qui ont la volonté de le faire. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et...
Et Non, non, oui, oui, c'est très intéressant ce que vous dites là-dessus, puisque en parlant de cet instinct de survie, bah, déjà, on aimerait bien être avec vous en Corse, certaines, et Vous êtes bienvenu, Romain, vous le savez quand vous voulez. je sais que j'étais invité, c'est très gentil. Mais donc, en tout cas, sur le continent, ce que vous décrivez, et pour revenir à ce qu'on disait, pour lutter, la première manière de lutter contre la propagande, c'est de se rééduquer soi-même. Et finalement, vous faites signe de tête, je ne sais pas si on voit, si on vous voit à l'écran, vous vous inquiétez, c'est que finalement, aujourd'hui, ce qui nous manque, si les gens se rééduquaient eux-mêmes, ne ferait pas face à autant de problèmes de censure par exemple, que nous, on peut avoir dans le journal, puisque comme vous dites, on vous donne la parole, mais dès qu'on vous donne la parole aux gens qui font de l'investigation, dès qu'on donne de la parole aux gens qui osent aller contre le discours, le narratif officiel, on se fait taper dessus, comme on nous apprenait quand on était petit en primaire, on nous apprenait à voir la propagande russe et tout ça. On n'a pas ce regard-là aujourd'hui sur la propagande que l'on a en France. Et c'était finalement cet instinct de survie. Vous parliez de TikTok, c'est très intéressant parce que les gens finalement aujourd'hui peut-être ne recherchent que du divertissement et donc vont aller regarder le JT de 20 heures et puis se dire, OK, bon, ça me conforte dans mon avis. Et puis ensuite, on va pas se prendre la tête avec ça. On va aller faire. Vous faites oui de vous hocher la tête, Nicolas. J'ai envie de vous appeler. Moi, je ne sais pas pourquoi Nicolas Mirkovic, pardon. Faites oui moi, j'opine du chef parce que vous avez 100% raison. Et c'est un signe de la désolation de notre société. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des raisons, on va dire, extérieures. On va accuser un tel, une telle, telle masse, etc., de nos propres mots. Mais la réalité, c'est qu'on a une tristesse intérieure. Le problème, l'origine essentielle de nos mots aujourd'hui, il vient de nous. Il vient de nos cœurs, il vient de nos têtes, il vient de ce que nous faisons de nos vies, il vient de ce que nous faisons de la vie en société. On parlait d'Aristote hier, de l'homme qui est un animal politique. Et quel est cet animal politique? Nous avons décidé d'être entre nous, ensemble, entre Français. Et puis on peut parler, on peut descendre d'abord dans la famille, quelle est la vision que nous avons de la famille, le village, la région, le département, la région. Enfin voilà, il y a l'Europe, le monde, mais on n'a plus cette vision parce que nous avons abandonné Mm. notre liberté à d'autres. Et la société est ainsi faite, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, que c'est le plus fort qui va gagner à la fin. Alors, voulons-nous faire partie des faibles qui vont se laisser dominer par les autres, quels qu'ils soient? Il y a plein de forces étrangères à notre société qui veulent, ou même à l'intérieur, qui veulent avoir contrôle de ce qu'on fait. Ou est-ce qu'on veut prendre notre destin en main? Et quel est ce destin? Donc, avant de voir les causes halogènes, voyons d'abord nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce problème, il est chez nous. Il est chez les Français. Il est chez les Français à qui on a plus donné envie de lire, de s'instruire. Ça commence à l'éducation nationale, ça commence dans les familles. Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus facile de mettre un enfant devant un écran que d'exiger qu'il lise, qu'il maîtrise sa langue, qu'il ait une connaissance de son histoire, qu'il ait une vision de ce qu'il peut faire lui-même de sa vie. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et ça, c'est un message qui est pour moi, je pense, le message salutaire, c'est d'abord un réenracinement. C'est ce que dit Simone Veil, vraiment des biens les plus importants de l'âme. Ce que dit Simone Veil, c'est cet enracinement que nous devons retrouver et cette volonté d'avoir une vision et de construire et de reprendre en main notre liberté. C'est très intéressant parce que vous proposez des portes de sortie pour les citoyens. Olivier, en tant qu'historien, quand on a vu déjà les schémas de l'être humain se répètent, on a vu les gens déjà sombrer dans une perte de civilisation et puis ensuite se reprendre. Qu'est-ce qui fait, comment un être humain, si on va sur l'individu, on parlait du courage tout à l'heure d'un gouvernement ou d'une population, comment est-ce que dans le futur, en regardant dans le passé, comment est-ce qu'on peut se dire demain on va retrouver cet instinct de survie pour aller dans le sens de ce que disait Nicolas Mirkovic, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette envie de s'instruire, cette envie de lutter contre la censure ou juste de se rééduquer, juste d'ouvrir un journal finalement, Olivier? Quelle joie de parler avec quelqu'un d'intelligent. Je ne dis pas ça pour vous flatter, c'est un fait. Intelligere, c'est être capable de faire des relations entre une chose et une autre. Votre question prouve que la réponse que vous allez avoir, vous l'attendiez. Phrase de Nietzsche à propos justement de l'individu et de la Corse d'où nous vous parlons. Ils étaient tous pour la liberté, mais ce n'était pas la même. Pour Paul, Pascal Paul, c'était la liberté de la nation. Je répète, pour Paul, c'était la liberté de la nation. Pour les autres, la libération de l'individu. C'est exactement ce dont vous parliez il y a quelques instants. Aujourd'hui, des individus habillés de noir et cagoulés, car ils appartiennent au camp du bien,
décide que des actes illégaux sont permis et saccage tout avec le courage que vous imaginez, car ils ne sont jamais punis. J'aimerais bien les voir agir de la même manière en Corée du Nord ou en Chine. Vous me parliez d'un trésor de civilisation. Et Nicolas a parlé d'un art oublié qui est celui de la lecture. Et j'ai donné hier, en prolégomène de mon intervention, où tous les deux nous avions loué un Chiam et Responde devant quelques auditeurs qui nous ont fait la joie de nous écouter attentivement, j'ai évoqué un des ouvrages parmi ceux que je relis souvent, Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Et l'abbé Faria évoque 5000 livres de sa bibliothèque, j'en ai presque autant. Dommage que vous ne voyez pas ici. Je confirme. Il y a des Il y en a livres. partout. Il avait trouvé 150 volumes. C'est mon seul luxe, les livres. Et comme Borges, qui était aveugle et qui répond à une question stupide du journaliste qui lui demande pourquoi voulez-vous qu'on fasse l'interview dans votre bibliothèque, et Borges, aveugle, lui dit avec l'absence de regard, lui dit, mais j'écoute la gravitation silencieuse de mes livres. Et la nuit aussi, moi, je me réveille pour écouter la gravitation silencieuse de mes livres. 150 ouvrages. Et il dit, ces 150 livres suffisent à rassembler le trésor de mon Occident. Et il évoque Thucydide, Xénophon, Tacite, Tite-Live, Dante et quelques autres, parmi ces 150 livres. Un peu comme lorsque Thibaudet partait pour la guerre de 14-18, ayant dans son sac Thucydide, Virgile et Montaigne. Et l'abbé Faria est en prison avec Edmond Dantès, et il lui dit, ces livres, je les connais par cœur, et ils peuplent mon être, et me permettent d'éviter l'enfermement. Et je vous rappelle très rapidement les 3 livres sibyllins que Tarquin le Superbe a fini par acheter au prix des 9 premiers, comprenant que la valeur des 3 était liée à la disparition des 6 autres. N'est-ce pas le plus beau des symboles du sursaut nécessaire? Car si vous lisez Marc Aurèle, Virgile, Dante, Eschyle, Thucydide, Chateaubriand, Balzac, Dumas, eh bien vous n'êtes plus seul avec vous-même et vous êtes en communication avec la civilisation dont je suis profondément amoureux et que je veux sauver. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas et moi, nous sommes en Corse, parce que il y a près de moi, de nous, quelqu'un qui n'est pas éloigné de mes idées et qui a autour de lui une garde rapprochée de jeunes gens qui savent s'exprimer dans une belle syntaxe et qui savent que le politique est supérieur à la politique et qui savent que pour vaincre, il faut convaincre et que la rhétorique est une arme et qu'il faut lire de beaux livres. C'est une belle manière de voir les choses, puisque finalement, là, vous parlez de la passion, par exemple, de la passion de lire un livre, vous faites oui de la tête, et c'est assez intéressant, parce que ça peut être un premier pas vers au tout début de l'entretien, je crois que c'était Nicolas Mirkovitch qui parlait justement de la tristesse qu'on avait en civilisation, cette tristesse civilisationnelle qui finalement fait qu'on va aller, pour répondre, pour revenir sur la question que j'avais posée il y a 5 minutes, c'est finalement si on reste dans ce manque d'instinct de survie, c'est parce qu'on est obnubilé par, on veut du divertissement. Ouais. Le divertissement au sens pascalien, vous savez ce que ça signifie? Non. C'est ne pas penser à soi-même. Mm. Le grand problème, disait Pascal, de l'être humain, c'est qu'il est incapable d'être seul avec lui-même dans une pièce vide. Le divertissement, c'est l'art de ne pas être seul avec soi-même. Art que possède l'abbé Faria dans la prison, aux côtés d'Edmond Dantès, et que possède Thibaudet seul dans la tranchée en 1917. Et, voyez-vous, je ne dors jamais, selon la légende. Mes étudiants savaient que leur professeur ne dormait jamais. C'est une légende, personne n'y croit. Il m'arrive de dormir. Eh bien,
j'aime le soir descendre de ce que j'appelle ma tour en haut, hein, où il y a d'autres livres étranges. Je descendais et je cherchais un livre au hasard. Et il y a quelques jours, avec Anne Sokolovska, qui est ma femme et qui traduit les textes grecs que vous avez rencontrés lors d'une précédente émission, je suis tombé, hasard objectif, sur un des plus beaux livres qui soit, à savoir La mort de Virgile d'Hermann Broch, où Virgile s'est inventé, bien sûr, parce qu'on ne sait pas comment Virgile est mort, décide, lorsque la flotte de guerre de Rome entre dans le port de Brindisi, il est sur un des bâtiments, il va se retrouver avec Auguste, qui était Octave, quelque temps auparavant, et il décide de brûler l'Énéide, parce que l'Énéide est imparfaite, comme si un ouvrage était imparfait, même le mien est imparfait. Et ses amis refusent. L'Énéide ne t'appartient plus, Virgile, elle est nôtre, c'est un trésor. Et Virgile ne pourra pas brûler l'Énéide parce que Auguste, imperator, général en chef, en tant qu'Octave, et empereur de Rome, et comme Marc Aurèle, qui parlait grec, parce qu'il était philosophe, et qui envoyait les légions avec les aigles romaines parce qu'ils étaient les plus forts, eh bien, Octave était un homme politique, mais maître de la guerre et du politique parce qu'il était maître des mots, comme Alexandre, philosophe en armes, Napoléon Bonaparte, poète de l'action, et curieusement, depuis le maître d'un pédalo et depuis l'esthète du en même temps, je n'ai plus vu d'homme politique maître des mots et maître du beau. Donc, je me permets de susurrer cela, que le C'était, trésor, c'est dans les livres et dans les mots. ce fut de belles formules. Il est l'heure de conclure cet entretien, mais Nicolas Mirkovic, on va conclure avec vous. Est-ce que vous préférez rebondir là-dessus ou comme dernière idée ou information, qu'est-ce qui est Comme le vous plus voulez, important pour vous? ce que vous pensez être le mieux. Moi, je peux rebondir sur ce que vous voulez. Non, c'est vraiment que soit on peut revenir sur cette notion. Alors, c'était intéressant de voir Olivier Battistini qui, en tant qu'historien, Hmm. donnait des clés sur comment reprendre justement cet instinct de survie dont vous parliez juste avant, ou alors de revenir sur l'impact de l'OTAN sur la politique aujourd'hui, Je et peux essayer quelques de, éléments que les gens ne connaissent je vais pas. essayer de lier les deux, si vous voulez. Je peux Très tenter. bien. OK, Avec grand plaisir. d'accord. Je repars ou j'attends que vous posiez une question. Allez, Je- allez-y, allez-y. OK, Vous d'accord. pouvez enchaîner comme vous voulez. Ce que dit Olivier est fondamental. On doit mieux connaître notre histoire. La plupart des réponses à nos problèmes aujourd'hui ont déjà été traitées Hum. dans le passé. On a malheureusement, on pense qu'on réinvente quelque chose. Le sujet de la guerre semble être quelque chose de nouveau, mais à l'aune de l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, c'est rien. C'est même pas une page. Notre siècle quasiment sans guerre, c'est même pas une page d'histoire. Donc, on a les réponses. Donc, on doit s'instruire pour savoir déjà comment les éviter et comment les gérer une fois qu'elles arrivent. Et par rapport à ce qu'on vient de se dire, le fait de s'instruire, le fait de faire l'effort de dire non à cette partie du monde, de la société de consommation, du monde moderne, qui sont des boulets contre. C'est un joug au-dessus de nos têtes. Eh bien, si on veut se libérer de ce joug, il y a un effort à faire. C'est qu'on ne peut pas y arriver sans cet effort, pour plusieurs raisons. D'abord, pour se former et aussi pour agir. Parce qu'il suffit, il ne s'agit pas seulement de s'instruire, il faut influencer, il faut rentrer dans le monde associatif, il faut rentrer dans les conseils paroissiaux, il faut rentrer en politique. Il y a plein de chances selon ses compétences, selon son charisme. Il y a plein d'endroits où nous devons prendre place dans l'espace public. Si nous voulons avoir une vision pour notre société, si on s'intéresse à la res publica, à la chose publique, on doit entrer dedans et on doit prendre des quartiers. Petit à petit, on doit prendre ces terrains qui ne peuvent pas être occupés par une minorité agissante, ne l'oublions pas, et c'est à nous de devenir cette minorité agissante, ou ce que Michael Lind appelle une espèce de counter-establishment dans la nouvelle guerre des classes, où eh bien, on sait contester aujourd'hui, mais on ne sait pas s'organiser pour proposer quelque chose de nouveau en dehors du champ typiquement
politique, je mets des urnes, je mets des affiches et j'espère qu'un jour je vais être élu. Et une fois que je suis élu, bah, malheureusement, je ne fais pas toujours. Donc il y a de la réelle politique. On doit infiltrer, pas infiltrer, mais rentrer dans le réel politique et prendre ces territoires. On Oui, c'est vrai doit, que par exemple, juste un petit mot là-dessus, c'est qu'effectivement, par exemple, dans les mairies, on voit beaucoup de gens se plaindre des politiques très locales, mais les conseils municipaux sont souvent désertés. Donc voilà. voilà. On n'a rien sans rien. Donc, si on veut reprendre ce territoire, on doit s'engager. Et c'est un travail, et chacun doit le faire. Et chacun, selon ses compétences, selon ses moyens, selon son savoir-faire, a une place à prendre. C'est pas, il ne faut pas compter sur les autres. On ne peut pas y arriver. Donc, chacun a ce rôle. C'est un rôle existentiel pour nous, pour notre peuple, pour notre civilisation, pour notre culture, pour la paix, de le faire. Et si je raccroche cela à l'OTAN, je le dis avec d'autant plus de, je veux dire de singularité et d'importance qu'on n'est vraiment pas loin d'une nouvelle guerre en Europe. C'est pas juste quand on parle de la guerre en Ukraine ou de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est pas, il ne s'agit pas de choisir entre les bleus et les verts, les jaunes et les noirs, etc. C'est vraiment le rôle que nous allons jouer. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Et on a une occasion, une opportunité inouïe pour dire non à ce modèle atlantiste qui nous est imposé, hein, l'empire américain dont je parle dans mon livre et le mondialisme, c'est exactement la même chose. Et c'est une des raisons principales, même si la première raison, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est dans nos cœurs, elle est dans nos têtes, eh bien, ceux qui en profitent le plus, ce sont les États-Unis, ce sont les atlantistes qui sont dans notre système politique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas que le général de Gaulle, dans les années 60, il y a déjà plus de 60 ans, disait que le plus grand problème de la France, c'était l'Empire américain, c'était l'impérialisme américain. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, il est encore pire aujourd'hui. L'OTAN est fatiguée, l'OTAN est désorganisée, l'OTAN a créé une guerre qui ne s'est pas terminée. Si les pays membres de l'OTAN n'avaient pas organisé un coup d'État en Ukraine aujourd'hui, on serait pas dans cette situation. Si les États-Unis n'avaient pas semé le feu, la discorde, la zizanie au Moyen-Orient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous ne serions pas dans une situation avec un limite d'un conflit civilisationnel qui peut embraser la région et se répandre chez nous. Donc on doit profiter de cette situation. Il y a quelques années encore, même Emmanuel Macron, dans une période de lucidité, disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. C'est toujours le cas. Il n'y a pas d'unité des pays au sein même de l'OTAN. Et je lisais dans le Financial Times ce matin, qui n'est pas vraiment un journal boutinien, que les membres européens de l'OTAN se sont rendus compte que s'ils devaient rentrer dans une guerre conventionnelle avec la Russie, il n'y aurait pas assez de soldats. Tout à fait. Et que les armées en Europe aujourd'hui ont du mal à recruter parce que les personnes ne sont pas motivées par rentrer dans l'armée, surtout si c'est pour rentrer dans l'armée, pour aller se battre et mourir pour Kramatorsk ou Donetsk, Lugansk ou Choumi. Donc l'OTAN est en état dans un état de faiblesse. Il faut profiter de ce moment de faiblesse. Les États-Unis qui ont cru qu'ils allaient contrôler le reste du monde à la fin des années 90 avec le Project for a New American Century, avec la doctrine de Wolfowitz, eh bien, sont tombés sur des écueils, des écueils étrangers, et à nous d'être un écueil national et de dire, voilà, nous non plus. Et comme De Gaulle a eu le courage, et je vais revenir sur ce thème et peut-être terminer là-dessus, le courage de De Gaulle nous a permis de sortir du commandement intégré de l'OTAN, nous a permis de faire en sorte que la France soit une nation respectée. Écoutez les Américains, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a envoyé les soldats américains dehors qu'ils ont cessé de nous écouter. Ils nous ont écoutés, mais avec respect. Mais on pouvait parler avec eux. On a parlé avec les Chinois, on a parlé avec les Soviétiques, on parlait avec l'Afrique, on parlait avec l'Amérique du Sud. On peut retrouver ces places et il faut profiter de cette faiblesse de l'OTAN pour deux raisons. D'abord parce que c'est ce qui va nous permettre de regagner notre souveraineté en Europe et dans le monde. Et c'est ce qui va nous permettre de redorer notre blason et de reconstruire une politique de puissance qui permet de rétablir la paix et on va dire notre souveraineté pour la stabilité et la prospérité. Et je pense que cela ne peut pas arriver si on ne renoue pas avec nos racines helléno-chrétiennes, comme on disait tout à l'heure, et si on ne renoue pas avec une volonté, un courage que les Gaulois, les Francs, les Français ont démontré dans l'histoire, à travers toutes les guerres qui ont été menées, les soulèvements, les rébellions, la résistance. On a ça en nous, on peut en faire ressortir. Eh bien, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment de s'engager. Tout à fait. Et je termine, si vous le permettez. Allez-y. C'est extraordinaire parce que nous sommes dans ce fameux Cam et Respond, c'est-à-dire une forme de, 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 de- de correspondance. Nous sommes vraiment en harmonie. Cela est possible si on redonne la bonne définition au mot peuple et au mot démocratie. Je ne vous embête pas avec les multiples sens du mot démocratie, puisqu'il y aurait à parler de la notion de dème.
qui appartiennent à une géographie politique inventée par Clisthène. Mais la démocratie que condamne Platon, c'est en réalité l'ochlocratie, le pouvoir d'une masse qui n'a plus ce lien, comme l'évoquait Nicolas, avec cette flamme, avec cette histoire, avec cette grandeur, avec ce beau, et avec la nécessité de la souveraineté, parce que c'est le peuple qui vibre lorsqu'il est question de Chateaubriand ou d'Austerlitz, le peuple qui trouvait tout à fait normal que le sang des jeunes gens de France abreuve les plaines de la guerre de 14-18 France, et qui aujourd'hui trouve tout à fait normal, au contraire, de brûler des poubelles au nom du camp du bien. Et cela me fait penser, puisque je parlais de Platon qui critiquait la démocratie dans la caverne que nous avons évoquée déjà ensemble, où les opinions sont prises pour le réel et où le soleil des idées n'est accessible qu'à celui qui a fait l'effort de se retourner. Je voudrais parler du gros animal et du démagogue, car ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui connaissent la fraude des mots et qui savent que la désinformation est arme de guerre, s'imaginent que le peuple est devenu le gros animal dont parle Platon, qu'on l'on flatte, dont on connaît les réactions. On leur a dit que, par exemple, l'islam est religion d'amour, que si on nous égorge, c'est peut-être par un excès d'amour, sans doute. Et ils oublient que les guerres de religion ont eu lieu et que, par exemple, la Corse était au cœur de l'affrontement entre la chrétienté et l'islam. Et ils s'imaginent donc, par tous les moyens de la propagande, propaganda en latin signifie les choses devant être diffusées, dites, ils s'imaginent qu'ils peuvent dominer ce peuple qui est devenu une bête, le gros animal dont on connaît les réflexes, etc. Mais en réalité, je termine là-dessus, si on redonne le pouvoir au vrai peuple, c'est-à-dire celui qui, comme je vous le disais, est capable de rêver en lisant Chateaubriand, parce que le peuple, le vrai, est avide de beau. Et en revanche, la foule est avide de divertissement au sens pascalien. Mais le gros animal, que le démagogue, puisque le démagogue signifie celui qui conduit le peuple et qui le dirige, c'est un sophiste, n'est-ce pas, que combat Platon. Eh bien, ce gros animal, en réalité, celui que l'on sonde, et ce qui fait que ceux qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui, au nom des choses que nous avons dites, à force de se dédiaboliser, veulent correspondre au fond à la grille qui a été imposée par des gens habiles il y a quelque temps et qui parlent de cordon sanitaire, comme s'il y avait une maladie, la peste brune, écho de la peste noire. Eh bien, ce gros animal, je termine là-dessus, en réalité domine le démagogue. Et celui qui croit conduire le peuple en masse est en réalité conduit par ce gros animal, un Moloch digne des romans de science-fiction, et le peuple réel meurt. Et donc, la raison profonde de la rencontre que j'ai faite avec Nicolas Mirković et avec Slobodan Despot, c'est justement pour parler du vrai peuple, celui qui fait que, en Yougoslavie, qu'a raconté Kusturica, qui est pour moi le plus grand des poètes, qui grave le mouvement cinématographe Kinésis dans des fresques aussi belles que la Voie lactée et Underground, raconte le désastre d'une Europe qui meurt. Vous savez, à la fin, quand vous avez tous ceux qui se réunissent avec cette musique incroyable, j'ai presque les larmes aux yeux quand je pense à ce film, et vous avez, il existait un pays qui s'appelait la Yougoslavie, bombardé par les nazis et bombardé par les Alliés. Eh bien, la mort de la Yougoslavie, et aujourd'hui on vous a dit que les Serbes c'était les mauvais, figure la mort future de la nôtre, seulement qu'elle ait déjà eu lieu. Et le peuple en question, le vrai, Nicolas et moi et quelques autres, et quelques Corses de bonne humeur, et quelques Serbes guerriers, nous voulons en faire le symbole d'un sursaut. Excusez-moi d'avoir été long.
C'était très intéressant. On a un petit peu dépassé le temps qu'on s'était octroyé, mais c'était très passionnant de vous écouter tous les deux. J'ai un petit problème de lumière, pardon, mais Oui, j'ai du vu, moment ça tremblait. Je suppose que l'image tremblait. c'est ça. Mais du moment que vous, on vous voit très bien, c'est voilà, le principal est acquis. Donc c'était vraiment passionnant de vous écouter là-dessus. Et effectivement, on comprend bien que pour retrouver cet instinct de survie, comme on disait tout à l'heure, il faut se reconnecter aussi. Déjà, il faut reconnecter, il faut que les gens puissent se reconnecter à ce qui est important pour eux, pour eux. Vous parliez du beau aujourd'hui. Le divertissement, parfois, n'est pas forcément quelque chose de positif. C'est beaucoup plus positif de prendre le temps de se retrouver face à soi-même et parfois de ne rien faire, c'est pas, parfois ça n'est pas la solution non plus. Donc ouvrir. Résister ou collaborer. Et c'est la filia Ouais. dont on avait parlé ensemble, Romain, il y a quelque temps, quand j'étais à Paris, au centre du monde, parce qu'il y a plein de centres du monde finalement. Un La Corse. Rastignac était monté, lui aussi, Paris à nous deux. Hein, mais le Paris d'aujourd'hui n'est plus tout à fait le même, c'est curieux. Je vous avais parlé de la filia, qui est le fondement même du politique. La filia, ce n'est pas l'amitié. La filia, c'est ce qui permet de reconnaître en l'autre un autre soi-même, c'est-à-dire un autre, pas un autre moi-même, un autre soi-même, c'est-à-dire un autre habitant de l'espace politique. Je vous parle, nous avons les mêmes arrière-plans. Les mots que j'emploie correspondent à des paysages que vous fréquentez. Et donc, la filia a été enseignée par Aristote aux grands, c'est-à-dire à Alexandre, à Ptolémée, à Néarque, à Héphaïstion, le numéro 2 de l'Empire, un des plus grands stratèges d'Alexandre, les fauves qu'il a conduits jusqu'au bout du monde, et s'ils ont gagné avec 40 000 hommes dans les plaines de Gaugamélès contre 1 million de Perses, qui étaient loin d'être de mauvais guerriers, parce que le monde perse est un monde indo-européen et digne d'admiration, c'est parce qu'ils étaient les élèves d'Aristote et qu'ils avaient pratiqué la filia. Très intéressant. Merci pour toute cette sagesse aujourd'hui à Merci à vous, vous. Romain. Et on remet vos livres à l'image. Voilà, n'hésitez pas à aller poursuivre les connaissances de ces deux grands hommes. Et c'était très intéressant de voir le regard croisé. Donc, merci, merci pour cette proposition Et d'avoir nous qui vous cette. remercions. Merci beaucoup. Romain, si je peux juste apporter une information. Ouais, Tu as dit que le livre était sorti en 2021. C'est vrai, mais j'ai sorti une nouvelle édition en décembre 2023 avec, juste pour info, avec le bilan de Biden et une partie un peu plus étoffée sur les guerres américaines et puis le monde multipolaire, quoi. Donc, la dernière C'est la version, nouvelle version voilà, c'est la... qui m'a été dédicacée. c'est- n'hésitez pas à nous l'envoyer aussi ici. Ah bah, ah oui, je prends l'adresse et je vous l'envoie. Dès que je rentre sur le continent, je vous l'envoie. Eh ben, parfait. Vous avez l'adresse Merci. directement de Romain, hein. Je, Oui, non, alors vous, attendez, on a encore fini l'entretien. Je vous Ok. réponds. Mais merci en tout cas à vous deux une nouvelle fois. Et pour les lecteurs, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager l'entretien. Et bien sûr, François appartient à ses lecteurs. N'hésitez pas à nous. On compte sur vous sur françois.fr/soutien. Merci beaucoup. Au revoir. merci. Merci encore à vous deux. Ah. Au revoir. Merci.